Donc, il n'y a que de nouveau là, pour l'instant, hein. Mais c'est suffisant pour que je fasse une petite introduction pour vous donner le principe de cette approche. Elle ressemble à la psychanalyse par certains côtés, au sens où je ne vais pas vous demander de forcément des belles phrases bien ficelées, etc., et bien intelligentes sur ce que vous pensez de votre passé, ni de vous raconter votre passé, ni de raconter vos problèmes avec la nourriture, ni avec quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que j'ai besoin de rien savoir de votre histoire. Je préfère ne pas vous connaître, en fait, et vous découvrir. En fait, c'est comme ça qu'on peut apprendre à vivre d'une autre façon. On ne se base pas sur des principes intellectuels, on se base sur un ressenti tout simple. Alors, on aime ou on n'aime pas, on aime ou on n'aime pas. Et c'est quand on aime ou quand on n'aime pas, entre nous, comme ça, dans le groupe, qu'on le dit. Et à partir de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, on va arriver à trouver quelle est votre vraie personnalité, quelle est votre véritable identité. Alors, ça ne sera pas des aimés ou pas aimés intellectuels, ça sera comme ça, vous allez aimer un petit truc idiot ou pas aimer un petit truc idiot qui, n'a... qui sera très important pour vous et qui ne sera pas forcément intéressant pour les autres. Mais ça ne fait rien, vous êtes là pour vous et vous êtes là pour faire cette recherche-là un peu comme un anthropologue, non mais qui ne va pas dans le passé, mais qui va dans le présent simplement et qui, au présent, est capable de se ressentir quelle est sa vraie nature. Et sa vraie nature, ça sera à partir de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Ok. Alors, il y a ça. On a le droit de dire des trucs complètement idiots si on aime ou si on n'aime pas. Ça peut être complètement idiot. Faut pas vous juger ici. Et alors, je vous conseille une authenticité totale et beaucoup de courage pour dire les choses avec authenticité. Je vous conseille de faire ça. Ça, même quand on se tait, on travaille ici dans ce style de thérapie. Mais quand on est authentique et quand on dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on va, à mon avis, encore plus vite. Et de toute façon, je crois que, de toute façon, qui c'est qui est marqué direction? Je ne la reconnais pas. C'est Tiffen. Ah, c'est Tiffaine, d'accord, C'est ok, mon bonjour Tiffaine. ordinateur de boulot, en fait. Et du coup, bah voilà, c'est Ok, il n'y a pas moyen de changer le nom, ok, malheureusement. ok. Alors, toute pratique, mais vous savez, c'est ce que demandait Freud aussi à ses patients. Et même ce qu'il avait écrit dans un livre, il avait écrit, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement le passé des gens quand ils le racontent, mais c'est plutôt comment ils vont se comporter avec moi dans le transfert. Le transfert, c'est quoi? C'est ce qui se passe au présent. Et la manière dont vous allez réagir, ce sera forcément en utilisant des réflexes passés, hein? Mais on n'a pas besoin d'aller fouiller dans le passé, on a juste besoin de vous voir réagir dans le présent. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que moi, je me suis rendu compte au bout de toutes ces années que finalement, pour ne plus avoir de symptômes ou de problèmes psychologiques, il faut réussir à être soi-même avec authenticité, mais c'est pas tout. Il suffit pas d'être soi-même avec authenticité, parce que je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont authentiques déjà. Levez la main, ceux qui sont authentiques, ceux qui sont persuadés qu'ils sont authentiques quand ils parlent, même dans l'affectif. Oui, Aloysia, Annabelle, elle est moyen. Dominique, ok. Fabienne, ok. Ok. Oui, Nafik, tout à fait, Nafik. Claire, voilà. L'authenticité, pendant de nombreuses années, j'ai cru que c'était suffisant.
Mais c'est vrai que c'est suffisant pour vous délivrer de la boulimie ou des symptômes. Parce que l'authenticité, ça vous donne quand même un petit peu d'estime, de confiance en vous. Voyez? Et la confiance en soi, ça peut faire bouger des symptômes, comme l'addiction. Il y a des gens, ils sont plus addicts à la nourriture dès qu'ils acquièrent la confiance en eux-mêmes. C'était mon cas, par exemple. Moi, j'ai fait une psychanalyse à 20 ans et ça m'a beaucoup aidé à avoir plus de confiance en moi parce qu'avant, je me vivais comme une merde. Et à partir du moment où j'ai fait de la psychanalyse, où je me suis occupée avec intelligence d'aller comprendre ce qui ne va pas chez moi. Puis à partir du moment où j'ai lu aussi des textes de Freud, je suis allée en philo, etc., j'ai eu un peu de confiance en moi. Et c'est vrai que ma boulimie, je ne dirais pas qu'elle est partie complètement, mais elle n'était plus du tout le problème de ma vie. C'est-à-dire tout n'était plus centré sur le besoin absolu d'aller chercher de la bouffe. Vous comprenez? J'étais capable de vivre autre chose. J'étais capable de... Je pouvais différer une boulimie, par exemple. J'étais avec des amis, je pouvais différer. Je me disais, ah ben tant pis, je suis bien là où je suis, je ferai ma boulimie plus tard. Ou je suis bien là où je suis, j'ai pas besoin de manger. Alors qu'avant, c'était pas possible. Ce que j'appelle la boulimie sévère, c'est quand vous êtes comme un toxicomane grave, c'est-à-dire que vous êtes complètement absent à votre vie. Vous ne pensez qu'à une chose, c'est le moment où vous allez manger pour vous calmer. Moi, cette boulimie sévère, elle s'est passée avec ma première psychanalyse et avec mes études de philo. Ça veut dire qu'il restait encore pendant pas mal d'années chez moi un comportement pas très net avec la nourriture, des tendances à trop manger, une envie de me faire vomir quand je mangeais trop pour pas grossir. Mais tout ça, c'était plus l'addiction sévère. Voilà ce que je comprends, moi, de l'addiction sévère. Maintenant, l'authenticité, ça permet d'avoir de la confiance en soi et ça permet peut-être d'avoir moins de boulimie, mais ça ne permet pas d'avoir de l'estime de soi, l'authenticité. Et finalement, comment je dirais ça? Et finalement, c'est l'estime de soi qui va vous permettre non seulement de réussir à vivre sans boulimie, ça c'était peut-être déjà acquis avant, pour certains c'est déjà acquis, mais ça ne vous empêche pas, l'authenticité ne vous permet pas d'être heureux pour autant. Ce qui vous permettra d'être heureux, vraiment, dans toutes les circonstances de la vie, sauf les guerres ou sauf les grandes maladies, ou sauf, voilà, enfin, et encore on le vit mieux que peut-être que d'autres. Ce qui vous permettra d'être heureux, c'est l'estime de vous-même. Et qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est ne plus s'en vouloir, ne plus se juger, ne plus dire qu'on est moche, qu'on est con, qu'on est une merde, ne plus mettre en doute ce qu'on fait, ce qu'on pense, même si c'est différent de ce que font les autres, ne plus avoir besoin de s'excuser parce qu'on réfléchit avant de faire les choses. Je vous dis beaucoup de ne plus, ne plus, ne plus, ne plus. Et on conseille de ne pas dire les choses par des ne plus, ne plus, ne plus, ne plus. Mais en fait, les bouddhistes eux-mêmes, ils disent des ne plus, ne plus, ne plus, ne plus dans leurs règles. Hein, alors, si les bouddhistes le font, je peux le faire aussi. C'est difficile de dire les choses autrement. Mais une fois qu'on arrive à assumer qui on est, à assumer, euh, à être flexible avec les autres, à ne plus juger ni soi ni les autres,
on va s'apercevoir que les gens nous aiment bien, en fait, qu'ils n'ont pas peur de nous, qu'ils ne se méfient pas de nous, qu'ils se sentent bien avec nous, que quand ils nous voient, il y a leurs yeux qui pétillent. Et c'est quand les yeux des autres pétillent pour nous qu'on va acquérir de l'estime de soi. Alors, ce n'est pas simplement parce que vous avez un beau cul, les nanas, hein. Ça ne fait pas pétiller vraiment les yeux. Ça fait pétiller les yeux des hommes. Ça, c'est clair que vous savez faire pétiller les yeux des hommes, même maintenant. Mais c'est pas de ça dont je parle, parce que les hommes, ils pétillent pour pas grand-chose, hein. Une paire de seins, un beau décolleté, une mini-jupe, ça, vous savez faire. Mais je parle pas de ça. Je parle de quand les gens sont vraiment contents de vous voir, quand les gens ont vraiment du plaisir à vous voir, quand vous êtes plus borné dans l'intimité à vouloir absolument avoir raison, à vouloir défendre toujours votre bout de gras, vous voyez, à ce que ça soit toujours un peu la bagarre ou un peu tendu. Tant que vous êtes comme ça, vous ferez bonder les hommes si vous êtes belle, ou les femmes si vous êtes beau, ou vous avez du charme, mais vous n'aurez pas d'estime de vous, parce que, à part ceux qui bandent, les autres, ils ne seront pas confortables. J'ai une drôle de façon de faire mon intro aujourd'hui, hein. Alors donc, à quoi vont nous servir ces groupes-là? Ben, si vous réussissez à être très courageux, à vous entraîner, à parler. Alors ici, vous ferez des bêtises, vous ferez des conneries, des erreurs de communication, et c'est OK, hein. Ici, vous avez le droit de vous engueuler, et c'est OK. Parce qu'il en sort toujours quelque chose d'intéressant. Vous avez le droit de faire plein de conneries ici. Mais moi, je vous remettrai dans le rail, hein, quand vous faites des conneries. Je vous montrerai où sont les conneries. Et après, quand vous viendrez dans les petits groupes du soir, parce que vous avez droit à un grand groupe ici, et les nouveaux, ils ont droit à un groupe du soir par semaine. Un groupe de parole qui est animé par David ici présent. Et dans le groupe de parole, alors là, c'est différent du grand groupe, pas le droit de s'engueuler. Pas le droit de dire ce qu'on pense quand ça peut être blessant pour l'autre. Pas le droit de... En fait, c'est un entraînement de ce que vous devez être pour être heureux dans la vie, les groupes du soir. Vous voyez? C'est comme une pratique, les groupes du soir. Parole libre. Parole libre ne veut pas dire authenticité intégrale. Par exemple, dans les groupes du soir, on ne peut pas dire à quelqu'un « tu fais chier et tu pues ». Alors qu'ici, vous pouvez. Il y en a qui vont avoir bien, bien peur, là, hein. Il faut avoir le courage de pouvoir dire ça et de pouvoir encaisser ça. Ici, tout est permis. Mais dans les groupes de soir, c'est un entraînement à la vie pour acquérir de l'estime de soi. Et là, même si on est fâché contre quelqu'un, ben on ne le dit pas. Dans les groupes du soir, on n'est pas fâché. Voilà. Dans les groupes du soir, on ne se fâche pas. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, en fait, une fois que vous serez sorti de ça, vous ne vous fâcherez plus. Là, dans la vie normale, quand vous aurez plus besoin de thérapie, vous ne vous fâcherez plus. Vous ne vous vexerez plus. Vous n'en voudrez plus aux autres. Je vous jure que c'est vrai. Pourquoi vous ne vous fâcherez plus? Pourquoi vous n'en voudrez plus aux autres? Pourquoi vous ne vous en voudrez plus à vous-même? Ben, tout simplement parce que dans cette approche, il y a une approche philosophique. Une approche philosophique basique. C'est pas, je ne suis pas très cultivée en philosophie. Je n'ai eu qu'une licence à la fac. Il y a plein d'auteurs que je ne connais pas.
Mais en même temps, les auteurs principaux et tout, je les écoute, j'écoute beaucoup de podcasts, j'en ai lu quelques-uns. Freud, je le connais par cœur. Alors lui, par contre, je l'ai lu. Lacan aussi, j'ai lu. C'est vraiment des gens que j'ai lus avec attention. Dans Lacan, il y a beaucoup de philosophie aussi, au sens où, Lacan respecte les... Vous savez, Nietzsche, en fait, aujourd'hui, on se réfère beaucoup à Nietzsche, même à Schopenhauer. C'est-à-dire que, en fait, le monde est un grand chaos. Enfin, ce qu'on perçoit du monde est un grand chaos. Ça ne veut peut-être pas dire que c'est un grand chaos, hein, parce qu'il se gère bien, le monde. Hein. Il se gère bien sans morale. Bien sûr, il y a des enfants qui crèvent dans les pays pauvres, des vieux maltraités partout, des femmes maltraitées partout. Mais ça, le monde, il est sans morale. Et il se gère bien. Et en fait, quand on voit les étoiles, les galaxies, la Terre qui tourne sur elle-même, la Lune qui tourne autour de la Terre, oui, c'est ça. Et la Terre autour du Soleil, vous vous rendez compte le nombre, les mécaniques compliquées qu'il y a là, bah, c'est quand même extraordinaire tout ça. C'est tellement extraordinaire qu'il y a des gens qui, grâce à ça, pensent à Dieu, croient en Dieu. Euh, on se dit c'est trop beau pour être vrai, il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Personnellement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas le chaos d'un certain côté. Mais c'est le chaos au sens où il n'y a pas de morale, au sens où il n'y a pas de but, au sens où il n'y a pas de direction, au sens où on ne sert à rien, au sens où nos vies ne servent à rien. Alors vous allez me dire, mais c'est affreux, c'est démoralisant, c'est... Alors en dehors des gens qui croient en Dieu, hein, c'est démoralisant, c'est déprimant. Ben moi, je vais vous dire non. C'est pas déprimant une fois qu'on a compris la philosophie. C'est-à-dire que même si les choses n'ont pas de sens, même si on ne peut pas leur donner de sens, nous, même si tout ce qu'on fait, c'est des interprétations, on a quand même des émotions qui sont des réalités. On est quand même content, pas content. Et si on emploie notre vie à faire en sorte qu'on est content le plus souvent possible et que les autres sont contents en notre présence, même si notre vie n'a pas de sens, on sera très content de l'avoir vécue. Et je me dis ça, déjà, c'est du sens. Pour nous, simplement pour nous. Rien que savoir vivre sa vie, se faire plaisir, se donner du plaisir et savoir en donner aux autres, ben rien que ça donne du sens à nos vies, à chacun. Mais pour réussir à faire ça, il ne faut plus se juger, il ne faut plus juger les autres, il faut comprendre qu'on ne comprend rien. Il ne faut pas faire des belles théories puisqu'on ne comprend rien. Il ne faut pas s'acharner contre les gens puisque c'est pas de leur faute. Voilà, c'est là où Lacan il est très fort et la psychanalyse a beaucoup apporté quand même. Un petit truc en plus, c'est que euh, de même que la Terre tourne dans un sens, donc il y a un sens pour la Terre, il y a un sens pour la Lune, il y a un sens pour la Terre autour du Soleil, et il y a un sens pour plein de galaxies, mais qu'on ne peut pas percevoir. Et bien de même que dans notre inconscient, il y a des sens un peu comme ça, compliqués, complexes, vraiment très très compliqués dans notre inconscient. On a des projets, notre inconscient a des projets que nous-mêmes nous ne connaissons pas et contre lesquels nous-mêmes nous nous battons. Vous voyez ce que je veux dire? On est deux, mais on est deux qui luttent l'un contre l'autre, le conscient et l'inconscient. Et on ne sait pas qu'on lutte l'un contre l'autre. Alors, pourquoi on lutte l'un contre l'autre? Bah parce que
On a des habitudes, on a des croyances, on croit qu'il faut faire comme si. Et notre inconscient, lui, veut ça. Mais nous, avec notre tête et notre raison, on se dit, ben non, quand même, je ne peux pas faire ça. Et donc c'est parce qu'on ne respecte pas ses élans qu'on tombe malade. Ça, c'est la grande réalité sur laquelle je m'appuie. C'est parce qu'on ne respecte pas ses élans qu'on tombe malade. Mais quelque part, Freud a dit la même chose, hein. Alors que Freud, il l'appelait la sexualité. Il ne disait pas les élans, il dit la sexualité. Parce qu'on ne respecte pas sa sexualité profonde qu'on tombe malade. Le refoulement et tout ça qui sort en symptômes, en maladie psychosomatique, en maladie, en trouble du comportement, hein, puisqu'il faut que ça sorte de toute façon. Alors ça sort en symbolique. Les maladies sont une symbolique. Les troubles du comportement sont une symbolique. Moi, je ne dis pas la sexualité parce que les personnes à qui je m'adresse, vous vous en majorité, et puis moi aussi d'ailleurs, je pense qu'on n'en est pas au stade de la sexualité, c'est pas aussi raffiné que ça. On en est au stade de la petite enfance. On en est au stade des élans. On a des élans. On a des élans qu'on réprime et qu'on réprime depuis très très longtemps. Alors il y a un grand psychanalyste qui s'appelle Winnicott, qui vivait du temps de Freud, et qui, lui, était pédiatre aussi. Et puis, il s'était aperçu qu'en se baladant dans les pouponnières, là où il y a des tout bébés, des tout petits petits, il s'est aperçu qu'il y avait des tout petits petits qui étaient déjà un peu figés dans leur berceau, vous savez, qui ne s'autorisaient pas à avoir des élans. Des bébés nourrissons qui ne s'autorisent pas à avoir des élans. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé à avoir des élans, maman n'a pas été réactive comme ils auraient eu besoin. Ou maman a été trop stressée, elle n'a pas vu. Ou maman n'était pas là pour voir. Ou maman n'était pas assez douce, elle était énervée. Ou maman était tendue. Ou alors le climat était tellement tendu que les parents ne peuvent pas faire autrement que d'être tendus, vous voyez. Enfin, il n'y a pas que maman, hein, il n'y a pas que maman. Il y a aussi l'hypersensibilité avec laquelle on est qui fait qu'on se tend très facilement. Donc, notre hypersensibilité dès le premier âge de la vie, plus un entourage qui ne répond pas immédiatement avec douceur et joie à bébé, et bébé peut déprimer grave. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il déprime grave, bébé? Et là, je vous parle de vous tous, là. Parce que même si vous avez eu une enfance heureuse, vous avez eu des moments de terreur quand vous étiez bébé. Parce que ça, je ne suis pas sûre. Ça, je ne suis pas sûre. Non, là, je ne suis pas sûre. Je suis sûre pour celles qui sont violentes parmi vous. Pour celles qui ont une enfance malheureuse. Ou ceux. Pour ceux et celles qui ont une enfance malheureuse, là, j'en suis sûre. J'en suis sûre que pas vos parents étaient mauvais, c'est pas du tout ça. Mais vos parents n'avaient pas la capacité de comprendre votre hypersensibilité et d'avoir le tempérament suffisamment léger et joyeux et réactif pour que vous ne souffriez pas trop à la toute première enfance. Il y en a une qui parle au téléphone, là, je vois. C'est Tiffaine. Alors, j'en profite pour vous dire, Tiffaine, Oui. j'en profite pour vous dire que dans ces groupes-là, c'est pas comme dans les petits groupes où on vient quand on veut, en retard, en avance, on peut se balader, on peut partir, on peut faire ce qu'on veut. Ici, non, vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est militaire ici. Oui, je suis désolée, en fait, c'est une urgence à régler là. OK. Mais Mais j'en normalement, c'est profite bon. pour le dire à tout le monde, hein. D'accord. À part les urgences à régler, pas de
pas de déconcentration. Catherine, Oui, je préfère te prévenir maintenant parce que je suis actuellement dans un train. oui, Je devais arriver plus tôt là où je vais, mais on s'est retrouvés dans les transports, donc il y aura peut-être un moment où je vais disparaître, mais je ok, reviendrai. ok. Voilà, Je trouve voilà. ça génial que tu puisses faire le groupe d'un train. Je trouve J'essayerai. ça extraordinaire, Zoom, pour ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses que j'aime bien sur Zoom. Alors, il y en a parmi vous qui ont connu mes grands groupes. Et puis moi, je vous avoue que j'aime beaucoup les groupes Zoom. Parce que je vois en gros les visages de tout le monde, même quand c'est des petites vignettes. Et moi, je vois beaucoup de choses sur les visages. Alors, je ne vous dis pas que je vois ce que vous pensez, mais je vois des petites choses quand même. Je vois les émotions fondamentales qui vous traversent. À moins que vous fassiez l'effort d'être impassible. Et là, je vois rien, évidemment. Il y en a qui sont très doués pour ça. Voilà. Bah je vous conseille de ne pas faire l'impassible et puis de dire dès qu'il y a un truc, sans faire des longues tirades, hein. On n'a pas besoin ici de faire des longues tirades. Euh, on est basique ici. On est au ras du sol. J'aime ou j'aime pas. Et quelquefois, on a le droit de pas aimer des choses que tout le monde aime. Et on a le droit d'aimer des choses que tout le monde n'aime pas. Non seulement ici dans ce groupe, mais dans la vie aussi, vous allez voir. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que, ok, la vie n'a pas de sens, ok, on ne sert à rien, mais on peut être heureux et on peut être libre de vivre nos élans, du moment que dans nos élans, on le fait avec gentillesse, avec classe, sans nuire à personne. C'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que les petits groupes du soir seront un entraînement pour vous. Ça va être très difficile, vous allez voir, de ne pas blesser les gens. Ça prend peut-être 2 ans à apprendre ça, voire plus. Moi, je crois que je commence à savoir faire. Et encore, des fois, il m'arrive de blesser sans m'en apercevoir parce que je suis comme vous, je suis borderline, il y a plein de choses qui m'échappent encore. Je ne suis pas tellement dans le raffinement. Nafik, il est plus raffiné que moi. David aussi, il est plus raffiné que moi. Peut-être que Nafik, il ne doit pas être vraiment borderline. Il doit être, il doit avoir des côtés borderline, mais il a un fond, je ne sais pas. Et David, il a des côtés borderline. On a tous des côtés borderline. Les névrosés, ils ont des côtés borderline en période de difficulté aiguë. Quand ils sont adolescents, mais après, plus tard. Moi, j'ai connu une fille, elle venait en consultation me voir parce qu'elle n'avait pas besoin des groupes. Elle était très normale. Elle était beaucoup plus normale que moi. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle venait, je me disais, mais pourquoi elle vient, elle? Elle a tellement de choses à m'apprendre. En fait, elle venait régulièrement. Je me disais, oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est solide, qu'est-ce qu'elle est bien dans sa peau et tout. Oh, j'apprenais des trucs avec elle. Et puis un jour, elle a déménagé. Alors, pas dans un boui-boui, hein. Son père avait beaucoup d'argent. Il lui a trouvé un très bel appartement. Elle avait trouvé un garçon qu'elle aimait. Elle avait fait 2 petits-enfants coup sur coup. Et alors là, l'appartement n'étant pas encore vous savez, il y avait des cartons partout, tout n'était pas encore. Enfin, elle était pas à l'aise dans son appartement, elle n'avait pas ses repères. Son mari changeait de travail. Elle avait les enfants sur le dos. Comme aujourd'hui, on a souvent les enfants sur le dos maintenant. C'est vachement flippant. Et alors, du coup, elle a piqué une crise borderline, mais vraiment, je la reconnaissais plus, quoi. Elle était comme une borderline dans ces moments-là. Voilà.
On peut avoir des passages borderline quand on est névrosé. Les de nouveau, ils savent pas ce que c'est que borderline. Ben, borderline, en fait, c'est très immature émotionnellement. C'est ne pas avoir de jardin secret. Ne pas savoir avoir de jardin secret. Vous savez, les névrosés, en fait, ils en sont à la sexualité, ils en sont à retenir leur élan sexuel, mais c'est déjà très, très évolué, les élans sexuels. Vous, ce n'est pas des élans sexuels, c'est des trucs de bébé. C'est des trucs d'accrochage à maman ou à des mamans de substitution. Accroché à quelqu'un, accroché à des idées, accroché à des principes, accroché à tout ce que vous trouvez pour vous calmer. Alors que les névrosés, c'est pour jouir. Vous, c'est pour vous calmer. Pas la même, c'est pas la même personnalité. C'est pas une maladie être borderline, hein. C'est pas une maladie. Ça, c'est même peut-être un don. Parce que ça veut dire qu'on est ni dans un camp ni dans un autre. Du coup, on est dans le camp de la créativité. Puis aussi, bien que vous ayez une addiction très sévère, aussi sévère que la drogue ou l'alcool, ou les médicaments, vous avez une addiction très sévère, vous avez une chance. Alors, vous avez autant d'inconvénients et de douleurs et de souffrances que les toxicos, mais vous avez une chance que les toxicos n'ont pas, c'est que il y a une part, votre cerveau, vous le laissez à peu près intact. Vous gardez votre intelligence et votre sens de raisonnement. La bouffe, ça vous brouille pas tout ça. Vous gardez la lucidité. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer, sur votre intelligence. Vous êtes pour la plupart ici des surdoués, tellement vous êtes intelligent et créatif. Même quand vous n'avez pas été à l'école d'ailleurs. Moi, j'ai fait j'ai revu une petite vidéo d'une fille qui était, je fais un nouveau site, alors je regarde mes vidéos parce qu'il sera tout fait en vidéo, mais mon nouveau site, et je suis retombée sur le site, la vidéo d'une femme, d'une jeune femme, qui était très boum 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 boum. Certains la connaissent, Diane. Hein? Et Diane, elle était, à mon avis, pas à mon avis, elle était, j'en suis certaine, très intelligente. Et en plus, moi, je suis presque sûre qu'elle était surdouée. Et pourtant, Diane, c'est pas quelqu'un qui avait été à l'école.